Bonsoir à tous, bonsoir à vous Jean-Martin Mondolone et à vous également Pierre. Alors, avant d'aborder les thèmes politiques qui nous préoccupent, une question d'actualité sur cette lettre que l'assassin d'Yvan Colonne à Franck Elongabé a adressée à la juge d'instruction, dans laquelle il explique qu'il a été commandité et manipulé par les services pour tuer le militant nationaliste. Alors, s'il n'est pas question pour nous de prendre cela pour argent comptant, ça interroge quand même Jean-Martin Mondolone. Ça interroge et on a presque envie de ne pas y croire. On part d'une affaire d'État au départ, avec le drame que l'on connaît de part et d'autre, l'assassinat d'un préfet. On en arrive à un scandale d'État avec un homme particulièrement surveillé, qui ne l'est pas, particulièrement surveillé, et à qui on donne 2-3 minutes pour porter des coups mortels à Yvan Colonne dans une logique de surveillance accrue. Donc on est passé d'une affaire d'État à un scandale d'État. Si ce que révèle de façon, me semble-t-il, assez décousue Elongabé était probant et venait à s'approcher de la vérité, on ne serait ni dans une affaire d'État ni dans un scandale d'État, on serait dans un assassinat d'État, avec toutes les conséquences politiques que ça peut représenter. Pour l'heure, je n'ose y croire. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu une enquête parlementaire qui a commencé à faire la lumière, j'allais presque dire la lumière sur les parts d'ombre de la surveillance pénitentiaire. On est maintenant dans un registre judiciaire. Moi, je veux continuer à croire en la justice de mon pays pour faire désormais toute la lumière, y compris sur ce sujet. Vous craignez des conséquences, des répercussions de ce nouveau rebondissement, notamment au plan politique ou au plan des tensions qu'on a pu connaître il y a 2 ans? Non, je pense que nous n'allons pas revivre de façon incandescente ce que nous avons vécu lors des faits, c'est-à-dire de l'assassinat d'Yvan Colonne, dont je veux rappeler que l'indignation avait très largement traversé notre société, ne s'est pas cantonnée au monde nationaliste. Je crois qu'on a tous été indignés par ce qui s'était passé. Je ne crois pas qu'on soit dans le même registre de fièvre. Pour autant, si de cette affaire ou cette révélation, encore une fois, devait peu ou prou s'approcher à une opération barbouzarde, oui, ça aurait des conséquences dont on ne peut pas mesurer les effets à ce jour. Et je crois que c'est ni possible, en tout cas je veux le croire, et en tout cas certainement pas souhaitable. Alors venons-en à cette longue étape de discussion avec le gouvernement. Nous entrons maintenant dans la phase parlementaire avec d'abord, la semaine prochaine, ce vote de l'Assemblée de Corse. Alors comme souvent, sur ce thème-là, la droite s'est divisée sur les réformes institutionnelles. Alors cette fois encore, votre groupe est scindé en deux. Dans quelle proportion ? C'est la proportion que vous aurez l'occasion de découvrir la semaine prochaine. Je ne vais rien révéler ici. Les choses, en l'état, font encore l'objet de discussions entre nous. Moi, je voudrais simplement vous préciser qu'il ne s'agit pas, dans cette histoire, de dresser un fan club contre l'autre. C'est vraiment une affaire sérieuse. Je voudrais que les Corses comprennent que l'inscription de la Corse dans la Constitution, c'est un instant qui va engager la Corse. Et donc, moi, à ce stade, ce dont je peux parler, c'est la fierté de coprésider un groupe d'hommes et de femmes qui sont libres et qui auront à se déterminer en conscience sur un sujet qui est assez clair, finalement. Est-ce que les uns et les autres sommes pour l'autonomie ? La raison commande de dire, et la passion avec laquelle nous sommes engagés commande de dire que oui, nous sommes pour l'autonomie. Ce que j'ai appelé, dans un concept qui mérite sûrement d'être précisé, une autonomie raisonnable. Le problème qui va se poser la semaine prochaine, c'est de quelle façon... ça n'a pas trop de signification. Alors, je peux l'expliquer si vous m'en donnez le temps. Pas le même dans la Constitution. Il y a 4 sujets dans le texte constitutionnel qui est proposé la semaine prochaine et qui relèvent, si je peux le préciser, qui ne relèvent pas d'un accord. Il n'y a pas eu, la semaine dernière, place Beauvau, un accord. Je répète, il n'y a pas eu d'accord. Lorsqu'il y a un accord, c'est que des gens se mettent autour d'une table, signent tous les termes de la rédaction. En réalité, il y a une rédaction qu'on peut qualifier de consensuelle, où 2 personnes, Jean-Jacques Panouze et moi, avons simplement indiqué qu'au titre du fait majoritaire, il était souhaitable que ce texte soit proposé. Ça ne vaut pas accord. Je prends l'exemple que nos téléspectateurs peuvent comprendre. On rentre dans un restaurant tous les 3. Bien. Soit il y a un menu, soit c'est à la carte. On est d'accord sur l'hors d'œuvre. C'est, en gros, le champ de la reconnaissance, la communauté. On est d'accord. Ou à peu près d'accord. On n'est pas d'accord sur le plat principal. Le plat principal, c'est le pouvoir législatif. Et puis on est d'accord sur le dessert, c'est-à-dire, en gros, la consultation.
Oui, vous ne voulez pas m'imposer le hors-d'œuvre sur lequel je suis à moitié d'accord, le plat principal sur lequel je ne suis pas d'accord et le dessert sur lequel je suis d'accord. À la sortie de ça, il n'y a pas d'accord. Donc comment ça va se traduire la semaine prochaine? Au-delà de la gastronomie. Avançons. Juste un sujet d'humour, parce qu'il se dit qu'on mange très bien Place Beauvau pour des téléspectateurs qui nous écoutent, qu'ils sachent qu'on y mange de façon frugale et ordinaire. Voilà, pas spartiate, mais presque. Sur le fond, une autonomie sans pouvoir législatif, c'est pas une autonomie, Jean-Martin Mondolone. C'est la définition que vous avez fait vôtre. Moi, je pense que la définition que vous portez, les uns les autres, y compris bon nombre de celles et ceux qui participent au monde médiatique, c'est de l'autonomie. C'est-à-dire, vous avez constaté, vous avez décrété, ou vous avez bu les paroles de quelques constitutionnalistes qui vous disent qu'il n'y a pas d'autonomie sans production de la norme. Alors, je vais vous faire la démonstration contraire en une seconde, que les gens peuvent comprendre. Quand vous produisez de la norme, c'est-à-dire de la loi, vous produisez de la norme. Bon. Je décide ce soir, en fonction de mon libre arbitre, que pour mes prochaines vacances, je vais aller plutôt en Andalousie qu'en Sicile. Ça, c'est mon libre arbitre. Je produis ma norme. Et à un moment donné, je vais me poser la question de savoir si j'ai les moyens d'aller en Andalousie ou en Sicile. Peut-être qu'en fonction de mes moyens, je vais aller plutôt en Sicile qu'en Andalousie. Et c'est ce qui se passe. Ça, c'est de l'autonomie qui n'est pas corrélée aux moyens qui seraient alloués, et ça fait partie de la part manquante de ce processus. Il y a 3 choses qui ont manqué. Donc celle-ci, c'est est-ce qu'on garantit les moyens, si nous accédions au pouvoir législatif, de le faire fonctionner. Et je fais remarquer, pour conclure vraiment sur ce sujet des moyens, que, contrairement là aussi à ce qu'on raconte, parce qu'il faut déconstruire un certain nombre de choses, 2 minutes, Jean Métus, pour que les gens comprennent bien. Les régions qui demandent de l'autonomie, qu'elles soient des îles ou pas, ce sont des régions qui ont les moyens de garantir l'autonomie. Quelles sont les grandes régions qui, aujourd'hui, en Europe, demandent l'autonomie? L'exemple le plus significatif, c'est la Catalogne. La Catalogne ne demande même pas l'autonomie, elle demande l'indépendance. L'Andalousie, vous pensez qu'elle demande l'autonomie aujourd'hui? Elle l'est déjà. Mais elle l'est déjà, parce que par le jeu de l'histoire, dans l'après-guerre, on lui a octroyé, elle n'a rien demandé. Toutes les régions étaient autonomes. Aujourd'hui, si vous demandez aux Andalous s'ils veulent de l'autonomie, ils vous répondent non. Si vous demandez à la Sicile si elle veut plus d'autonomie, ils vont non. Si vous demandez à la Lombardie si elle veut plus d'autonomie, et à l'Île-de-France ou à PACA s'ils veulent plus d'autonomie, ils vont répondre oui. Et il faut bien comprendre que la corrélation entre ce que l'on demande et les moyens qui seront alloués répondront de l'efficience de ce qu'on demande. Alors après tous ces voyages, on revient à la Corse et à la semaine prochaine. Est-ce que vous allez prôner un vote contre le texte ou alors une abstention méfiante? Moi, je suis un homme et je suis accompagné d'hommes et de femmes responsables. Voilà le discours que je tiendrai pour ma part. Et encore une fois, je suis environné d'hommes et de femmes libres. J'ai demandé, je redemanderai au président de l'exécutif de nous faire voter par article, ce que j'ai appelé le hors-d'œuvre, le plat principal et le dessert. De façon à ce qu'on montre à l'opinion, d'abord que nous avons agi en responsabilité depuis 2 ans. Notre groupe a grandement contribué, notamment sur le sujet de la communauté, où j'assume et je revendique avoir été, sinon en pointe en tout cas, à la même distance que les uns et que les autres. Je souhaite que ce sujet-là soit partagé. Je souhaite que l'opinion corse et que la nation, qui va délibérer au Parlement sur ce sujet, sache qu'en Corse, nous sommes unanimes sur la communauté. Comme par symétrie, je souhaite que l'on sache que je suis hostile à l'octroi du pouvoir législatif. La question que vous posez, elle est dans la réponse que va donner le président de l'exécutif à la façon dont il nous fera voter. S'il nous fait voter en bloc, eh bien, je vous le dis, certains d'entre nous, à regret, et ce sera mon cas, seront obligés de voter contre l'intégralité du texte, avec le défaut de lisibilité que ça aura en Corse. Mais je précise, le défaut de lisibilité que ça pourrait avoir à Paris. Moi, je lui trouvais préférable qu'on sache à Paris que la Corse était d'accord sur la communauté, par exemple, et qu'elle avait des réserves sur l'octroi du pouvoir législatif. Vous êtes un politique, vous aspirez à exercer des responsabilités. C'est quand même curieux de refuser la possibilité d'avoir plus de pouvoir, ce pouvoir législatif. Soit vous estimez que les élus corses ne sont pas capables d'exercer ce pouvoir et vous vous mettez dans le lot, soit vous estimez que vous ne gagnerez jamais les élections et vous ne voulez pas apporter plus de pouvoir aux autres. Dans les 2 cas, c'est quand même un aveu de faiblesse cruel. C'est une façon de voir, mais je peux la renverser si vous êtes d'accord. Moi, je veux exercer, ou en tout cas, je prône pour que ceux qui arriveront à exercer des responsabilités, je pense que chacun a compris qu'on est sur un sujet décennal ou davantage, c'est dans 15 ans que tout ça pourra être exercé, puissent exercer des responsabilités
avec les moyens de les exercer. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que dans ce que j'appelle une autonomie raisonnable, il eût été préférable de dire nous avançons sur un ou deux sujets. Or, ce qui a été signé le 23 février dernier lors d'une déclaration solennelle par l'ensemble des participants, sauf votre serviteur, c'est de dire qu'on va, par 3 blocs quinquennaux, c'est-à-dire en 15 ans, exercer l'ensemble des fonctions législatives, sauf le régalien. Pour celles et ceux qui nous écoutent, la collectivité sera en charge de légiférer sur tout, sauf les affaires étrangères, en gros, la police et la justice. Ça veut dire que là-dedans, vous y faites rentrer l'éducation nationale, vous y faites rentrer le régime de retraite, vous y faites rentrer la santé. C'est pas une invention ou un épouvantail que je dresse, c'est ce qui a été signé, c'est l'objectif qui est fixé. Mais je dis, et j'assume... Oui, l'objectif ne sera peut-être pas la réalité. La loi organique va très certainement encadrer tout ça très fortement. Laissez-moi penser, je viendrai sur votre raisonnement pour répondre à M. Simon-Paul sur l'idée que la Corse n'est ni prête et, de mon point de vue, n'a pas vocation à légiférer sur l'ensemble de ces thématiques. Le sujet du contrôle du Parlement. Parce que je rappelais à celles et ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas rétif à l'adaptation de la loi. Et d'ailleurs, si vous observez le relevé de conclusion, non pas l'accord, mais le relevé de conclusion, ça vous a peut-être échappé, mais il y a une victoire considérable sur la capacité désormais, puisque ce sera ancré dans le texte constitutionnel, à adapter les lois et règlements. Ce que demandent les régions aujourd'hui, et notamment ce que demande la Corse, c'est de l'adaptation, notamment réglementaire. On n'a pas besoin d'adapter la loi tous les matins, pour bien fonctionner en Corse. Et en tout cas, pour assurer le mieux-être des Corses. Ce dont on a besoin, c'est de l'adaptation réglementaire et de l'adaptation en loi. Et les autres régions demandent la même chose, à condition, et je le précise, et je vous donne raison, je vous conforte dans votre analyse, sur le thème, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ce n'est pas inscrit dans la Constitution et parce que nous n'avons pas introduit dans une loi organique un mécanisme d'obligation de réponse. Et donc, ces deux verrous qu'on pourrait lever... C'est écrit dans l'article 72 depuis la réforme de Raffarin en 2003. Oui, mais vous n'avez pas le mécanisme d'ancrage dans la Constitution, Jean Vitus, et le mécanisme, par exemple, du commission mixte paritaire, qui rendrait obligatoire la réponse dans un délai d'un mois et qui rendrait cette réponse positive sur la non-réponse, en tout cas, du Parlement. Et donc, il faut rendre ce pouvoir efficient. Et vous avez raison de dire que si on en est peut-être là, c'est parce que ce pouvoir d'adaptation n'a jamais fonctionné. Et ce dont ont besoin aujourd'hui les conseillers à l'Assemblée de Corse, c'est pas de faire la loi tous les matins. Et ce faisant et ce disant, je ne me considère pas comme un colonisé avec le complexe de dire les autres arrivent à faire la loi, nous n'y arriverions pas. Les Calédoniens y sont arrivés. C'est pas de ce sujet-là dont on parle. C'est est-ce qu'on rend efficient les dispositifs au service des Corses ? Est-ce qu'on rend effectif la possibilité de mieux se loger? Est-ce qu'on rend effectif la possibilité de mieux accéder aux soins? Est-ce qu'on rend la possibilité pour un certain nombre de dispositions qui sont gênantes parce qu'elles sont pensées nationales, de mieux les adapter à notre territoire? C'est ça qu'on recherche. Et ça, avec l'adaptation de la loi, on en arrive. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à légiférer. Et comme on a construit un modèle d'autonomie selon lequel, c'est d'ailleurs la doctrine que vous reprenez, vous savez, mais la plupart des doctrines, on les juge non pas aux réponses qu'elles apportent, mais aux questions qu'on n'a pas posées. On ne s'est pas posé la question de savoir quelle efficience il faut sur des sujets donnés. Et si vous reprenez le début du processus de Matignon, c'était bien cadré les choses. Qu'est-ce qu'on devait faire au début? On devait se voir le matin sur des thématiques et on disait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à droit constant? Ça ne suffit pas, on va plus loin. On n'a jamais... collé à cet exercice méthodologique qui nous aurait permis... C'est l'autonomie qui existe dans les autres régions qui sont autonomes, surtout. C'est pas une doctrine, c'est une réalité. Eh bien, je vous renvoie de droit comparé. Faites-moi la démonstration que ces régions dites autonomes ont un niveau de vie ou un niveau de bien-être plus élevé que le nôtre. La réponse est non. Tout à l'heure, c'était une autonomie politique en Corse. Effectivement. Mais est-ce qu'un échec, après 2 années de discussion, plus ou moins... importante, en tout cas continue, est-ce que vous prendriez aujourd'hui le risque de faire échouer un projet en sachant qu'il n'y a pas de plan B, qu'il n'y a pas d'alternative et qu'on risque de recommencer le cycle infernal qu'on a connu pendant des décennies? Jean Vitus, comme d'autres, sans excéder les pouvoirs qui sont conférés au Conseil de l'Assemblée de Corse, pour parler crûment, si on avait voulu faire péter le processus, on l'aurait fait, on l'aurait déjà fait. Lorsque Jean-Jacques Panouze et moi, en responsabilité,
avons dit la semaine dernière à Beauvau, nous sommes contre le pouvoir législatif. Mais il faut reconnaître le fait majoritaire et il faut avancer. Il n'y a pas d'accord. Mais il y a les formes d'un consensus qui dit quoi? Qui dit c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il ne faut pas poursuivre. Donc ce que je dirais, il n'y a pas besoin d'unanimité pour vous. Mais non seulement il n'y a pas besoin d'unanimité, mais l'unanimité, c'est le déni le plus absolu de la démocratie. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'en Corse, il y a des hommes et des femmes qui ne pensent pas qu'il faut aller vers l'autonomie? On arrive quand même à l'imaginer. Et vous voudriez que ces gens-là ne soient plus représentés à l'Assemblée de Corse. Mais c'est l'expression la plus aboutie de l'antiparlementarisme le plus sournois. C'est pas ce qui est dit, mais c'est l'impression qu'on a pu avoir dans les prises de parole et des membres du gouvernement et du président de la République qu'il y avait un désir d'unanimité en Corse. Simon Paul, moi je ne vis ni sous la menace, ni sous les injonctions des acteurs locaux qui me pousseraient sur le thème droit de veto ou droit de bourreau. Je ne vais pas user d'un droit de veto, je ne vais donc pas user avec mes amis d'un droit de bourreau. Nous allons continuer le processus. Et le gouvernement va entendre, après il émettra son veto s'il le souhaite, parce que c'est quand même à qui on refile la patate chaude dans cette histoire depuis le départ. On ne va pas faire porter la responsabilité à des hommes, des femmes en Corse qui ont des convictions dont je suis, et je me sens accompagné dans cette démarche, la responsabilité d'un échec potentiel. On va voter la semaine prochaine en conscience, et à la fin de nos propos, ceux qui auront voté contre prendront toute liberté de dire, mais ils le diront avec leurs mots, que bien entendu, il faut poursuivre le processus. Pourquoi il faut poursuivre le processus ? Parce que vous pourriez me dire, mais vous êtes dans une antithèse, vous ne voulez pas l'autonomie législative, vous voulez le poursuivre. Parce qu'il y a d'autres sujets que l'autonomie dont il faut qu'on parle. Justement. Je voudrais parler de 2 angles morts, Jean Vitus. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'au terme de 2 ans de discussion, on a passé 2 heures et demie à parler d'investissement? Mais par quelle lâcheté, par quelle faiblesse, par quelle vacuité prospective on est arrivé à parler 2 ans sans parler des investissements dont la Corse a besoin. C'est un sujet. Il y aura le volet constitutionnel et puis ensuite il y aura cette fameuse loi organique. Alors parmi les thèmes qui vont être certainement intégrés à la loi organique, il y a la métropolisation d'Ajaccio. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Mais je vais répondre à votre question, mais Jean Vitus, oui. La Corse, les Corses, ils ont besoin d'entendre que l'État est solidaire et qu'il va manifester sa solidarité sur des sujets de fond. La métropole, c'est pas un sujet de fond, c'est même plus un sujet. C'est un sujet politique, je vais y répondre évidemment. Donc, qu'est-ce que vous voulez m'entendre dire? Je vous dis. Et financièrement aussi. Mais la réalité de la métropole, aujourd'hui, elle est actée. C'est même plus un sujet. Quand vous avez un président de la République qui vient un 18 septembre vous dire qu'il y a une métropole, point. La vraie question, c'est est-ce que la communauté d'agglomération, à laquelle je siège, va demander une métropole? Elle y a intérêt. Ou est-ce que d'autres situations de Comcom ont intérêt à trouver un environnement administratif, juridique et politique pour exister? Donc, moi, la métropole ne me gêne pas dès lors qu'on pose l'organisation globale. Mais entre nous, les Corses, c'est pas de ça dont ils ont besoin. C'est pas de savoir s'il va y avoir une métropole ou pas. Elle va y être. N'en déplaise. Les Corses ont besoin de savoir si l'État est présent sur des grands sujets structurants pour leur avenir. Oui, mais ces sujets structurants, ils peuvent y être. Ça va être beaucoup plus facile pour une métropole comme celle d'Ajaccio d'attirer et les crédits et les projets. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut étendre le concept de métropole à d'autres territoires. Mais, si vous voulez, est-ce qu'on a répondu à la question qu'avait posée Emmanuel Macron un matin à Beauvau? Je crois que c'était en février dernier. Il dit, moi ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment vous voyez la Corse en 2050. La réponse qu'on a donnée à cette heure, c'est une réponse institutionnelle. Vous pensez qu'en 2050, la seule réponse qu'on doit donner dans cette prospective, c'est un sujet institutionnel. Vous pensez que la Corse ne va pas manquer d'eau? Vous pensez que la Corse va être bien desservie en énergie? Vous pensez que la Corse, elle est bien desservie dans son système routier? Vous pensez que la Corse, aujourd'hui, a un système de prospective qui lui permet d'être en phase avec les métiers de demain? C'est de ça dont il faut parler. Je ne dis pas qu'il faut occulter le reste, mais ces discussions ont fait l'objet d'une part manquante, et je le regrette d'autant que nous allons délibérer la semaine prochaine, Jean Vitus, et qu'on a été quand même un peu dans l'entre-soi, quand vous prenez le kaléidoscope des gens et qui ont réfléchi à ce sujet, eh bien, vous excluez les maires, vous excluez les présidents d'interco, vous excluez les chambres consulaires, vous excluez les représentants syndicaux, de sorte qu'on va décider, ou en tout cas amorcer quelque chose la semaine prochaine,
qui n'a pas fait l'objet d'une consultation aboutie sur un sujet extrêmement sérieux. Ce n'est pas les saints sacrements, la Constitution, mais c'est sérieux. Qui va accompagner cette réforme, il y aura, on l'entend dire, un plan d'investissement important qui serait plus important que celui du PEI, qui serait chiffré à plusieurs milliards. Le PEI, on ne peut pas dire qu'il ait répondu totalement aux besoins. Avec Jean Badjoun, oui, effectivement, ça avait commencé. Ensuite, ça s'est gâté très sérieusement. C'est la même philosophie que le PTIC qu'il faut D'abord, on ne l'a pas œuvre. entendu dire, c'est le président lui-même qui l'a indiqué. Et on ne s'est pas saisi de ça. Alors, quand le président dit qu'il y aura une communauté historique, culturelle, on s'en saisit pendant des années ou des mois. Et puis, quand il dit, en gros, vous aurez un super PTIC, on n'a pas saisi l'ancrage de ce discours, qui était très profond. Rien, 2h30 sur cette discussion. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui un ministre arrive, j'aimerais qu'un ministre arrive, quel qu'il soit, et qu'il dise, voilà, dites-moi, messieurs les élus, messieurs les responsables, messieurs les représentants de la société civile et économique, on n'a pas parlé d'économie, dites-moi, mesdames et messieurs, les représentants de cette société, comment vous voyez la Corse en 2050 et comment l'État peut vous accompagner. Et là, oui, c'est 1 milliard. Vous voulez cette compétence? Je veux que l'on puisse avoir un ministre qui manifeste la solidarité nationale à l'égard de la Corse pour nous accompagner sur ce sujet. Est-ce que vous voulez décider en la matière? Je ne suis pas sûr que si les plans de financement... Je vais répondre à votre question. Si les plans de financement sont ceux qu'on demande, c'est-à-dire qu'on demande 9 et que nous on mette 1, qu'on ait le pouvoir de décider. En tout cas, de co-décider, bien entendu, il faut que les Corses soient responsables. Il faut que les Corses soient responsables de leur projet. Mais il faut que les Corses puissent l'accompagner aussi. Eh bien, ce sera là votre conclusion. Jean-Martin Mandolone, nous en reparlerons très certainement, très rapidement. Merci à vous. Vous retrouvez maintenant l'actualité. Bonne azère.